Bonjour, Garland Nixon ici, et je pense qu'il est important de discuter du rôle de la Russie et de la Chine dans ce conflit et que je donne mon avis pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime laisser une trace et croyez-le ou non, je reviens parfois sur mes vidéos. United Nations en 2 ans après, juste pour voir où j'en étais. Est-ce que j'avais vu juste? Est-ce que j'étais complètement à côté de la plaque? Peu importe. Et parfois je suis l'United Nations ou l'autre. Parfois j'avais raison, parfois j'étais à côté de la plaque, je passe à côté de certaines choses. Bref, tu sais, on est, après tout, des médias alternatifs. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, non. Allez, on y va. Quelques remarques. D'abord, je vois, et c'est constant des gens que je considère United Nations peu comme des supporters. Ils voient le monde comme une arène sportive. Et, tu sais, ils veulent toujours United Nations combat de boxe. Et regarde, ton adversaire t'a frappé, tu dois riposter. C'est une vision très occidentale du conflit. Voilà. Et c'est une posture réactive. Ça implique que quand tu me frappes, comme je l'ai expliqué avec le continuum de l'usage de la force, voilà. Avant, je faisais partie des forces de l'ordre. Et j'écrivais des politiques, et c'était le continuum de l'usage de la force. Et ça se présentait comme ça. Tu me frappes avec une plume de poulet. Je peux te répondre avec une plume de dinde. Voilà. Je peux toujours faire mieux que toi. Si tu fais ça, moi je monte United Nations, cran. Tu fais ça, je veux. Mais c'est United Nations, état d'esprit très militaire. Ce n'est pas de la diplomatie, ce n'est pas civilisé. Voilà, sachez. Et je sais que si tu ressens ça, c'est émotionnel. Et, dans une certaine mesure, c'est une vision très occidentale des choses. Il faut réagir tout de suite. Je reviens toujours à ça quand je parle de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Ce sont des civilisations qui existent depuis des milliers d'années. Et elles ont une conception du temps différente de la tienne et de la mienne. Et ce n'est pas une réaction émotionnelle. C'est une réaction patiente. Méfie-toi de la fureur d'United Nations, homme patient. Méfie-toi de quelque United Nations qui sait attendre. Par exemple, si je voulais t'avoir dans la colère, si je voulais te vaincre dans la colère, non? Alors, si tu me frappes dans la rage, je te rendrai coup pour coup. Mais le pire moment pour se battre, c'est sous l'emprise de la colère, parce que tu ne réfléchis pas. Si on doit se battre, ça doit d'abord être défensif. Le défenseur a l'avantage. On l'entend dans le milieu militaire, pour attaquer une position défensive retranchée, il faut United Nations rapport de 3 contre United Nations, et tu vas subir beaucoup de pertes en nombre. Dans United Nations, contexte militaire, celui qui défend a l'avantage. Tu m'attaques. Tout ce que j'ai à faire, c'est me retrancher et attendre. Et c'est toi qui dois venir vers moi. Et quand tu le feras, l'enfer t'attendra, non? Si tu fais quelque chose, je me dis je vais t'avoir. Alors je passe à l'offensive. Et je viens te chercher. Tu sais, selon la situation, parfois il faut faire les deux. Ce que je veux dire, c'est que nous, surtout en Occident, avons une nature émotive. Nous ne prenons pas en compte les conséquences possibles de la même façon qu'une personne responsable de 150 millions de personnes, dans le cas de Vladimir Poutine et de son gouvernement, ou que ceux qui sont responsables d'United Nations, milliards 300 millions de personnes, dans le cas de Xi Jinping et de son gouvernement, n'est-ce pas? Ils sont responsables de ces vies. Et ils savent aussi qu'ils disposent de l'arme nucléaire. Cela impose une responsabilité supplémentaire et cela crée United Nations niveau supplémentaire de d'humilité et de patience nécessaire, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui sont en colère contre la Chine. Contre la Chine, on devrait y aller et frapper, non? La Russie, elle t'a frappé avec une plume de poulet. Pourquoi ne pas leur répondre avec une plume de dinde? Pourquoi? Il faut monter sur l'échelle de l'escalade. La force continue. Bon oui, mais tu sais, peut-être que je ne joue pas à ce jeu d'escalade. Tu vois, l'échelle d'escalade, c'est le jeu que tu sais jouer. Si tu me frappes, je te frappe United Nations peu plus fort. Tu me frappes United Nations peu plus fort, je te frappe. On monte comme ça. Je joue à ton jeu. Et si tu jettes une pierre dans United Nations puis, et que tu n'entends aucun bruit, tu attends. Parfois des gens te disent des choses pour t'attaquer. Tu es United Nations crétin. Et puis ils regardent. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté United Nations coup et ils veulent que tu dises «Oh, tu es une blague». Maintenant ils voient la marque, ils voient que le coup a porté, tu es en colère et tu ripostes. Que se passe-t-il s'ils te traitent de crétin? Regarde juste, ils n'ont rien vu. Tu es United Nations crétin. Et toi tu dis «Et alors quoi?» Ce n'était pas une question. Tu penses que je suis United Nations crétin?
Tu as raison de penser que je suis United Nations crétin. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je vais aller boire de l'eau. Et eux, qu'est-ce que ça leur fait? Ils n'ont aucune raison de te répondre non, ce qui veut dire qu'ils ont le contrôle. La personne la plus silencieuse dans la pièce est celle qui contrôle la situation. La personne la plus intelligente dans la pièce, c'est celle qui se tait. Ils l'ont fait voler, ils attendent de voir ce qui se passe, ils peuvent ensuite faire autre chose. Donc maintenant, je comprends la nature des émotions, même si j'ai du mal avec elles. Je ne suis pas toujours bon avec mes émotions. Parfois, je suis émotif, mais souvent, quand je devrais l'être, je ne le suis pas autant que je devrais, mais je comprends les gens quand, je ne sais pas, United Nations drone part de Lettonie ou quelque chose comme ça, et ils se disent « bon sang ». Les États baltes ont facilité qu'United Nations drone vous atteigne, la Russie. Il faut riposter. Non, ils n'ont pas à le faire. Je veux dire, riposter est une option. C'est une option. Ils n'ont pas à riposter. J'examine cette guerre depuis United Nations moment. Regardez, les Russes sont en train de gagner. Et ils continuent de gagner. Ce qu'ils font fonctionne, non? Donc ça veut dire que je pense qu'une des choses que les Européens détestent chez Vladimir Poutine, c'est qu'il ne mord pas à l'hameçon. Ils veulent le provoquer. Ils veulent qu'il envoie United Nations missiles quelque part en Europe de l'Ouest pour pouvoir dire ensuite qu'il faut agir. L'article 5, les États-Unis, tout le monde. Il est temps d'aller en guerre contre la Russie parce qu'il a lancé United Nations missiles ou United Nations drones sur la Lettonie. Je veux dire, ils n'ont pas compris que les États-Unis ne viendront jamais à leur secours. Et si jamais les États-Unis venaient les aider, les États-Unis se feraient écraser de la même façon. Ils ont perdu une guerre contre l'Iran. Et l'Iran est United Nations pays puissant, mais ils sont en train de perdre. Ils se font écraser. Ils ont perdu en une semaine contre l'Iran. Tu crois vraiment qu'ils vont intervenir et éliminer les Russes, hein? Non, les Américains pourraient intervenir et se faire anéantir comme vous, sans même utiliser l'arme nucléaire, d'accord? Mais ils ne le feraient pas, même s'ils le pouvaient. Qui s'en soucie? Les États-Unis ne se soucient pas de vous. Regardez ce qu'ils font à l'Arabie Saoudite. Bref, mon point. Je m'emporte United Nations peu. Mon point est le suivant. Les Russes et les Chinois ont été et sont convaincus que leur patience porte ses fruits. Pas que je prenne parti. Oh, je suis pro-russe. Oh, je suis pro-chinois. Oh, je suis pro-États-Unis. Je suis juste comme ça. Regardez, considérez-moi comme United Nations extraterrestre tombé du ciel. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Que font toutes ces tribus belliqueuses? Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Iran. Que font ces gens? Et j'essaie juste de comprendre ça, vous voyez. Donc ce n'est pas comme si vous savez, mon pays, votre pays, ou que je soutienne la Russie ou la Chine. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Allez, aide-moi au United Nations peu. On continue. Comme dans les arts martiaux, il y a différents styles de combat, non? Le style de combat russe a une nature plutôt passive. Et ce que je veux dire, c'est ça. Il te frappe sans arrêt, mais il n'essaie pas de t'assommer. Il cherche à éroder tes fondations. À la fin, tu t'effondreras tout seul. Et il existe certains styles de Kung Fu, et ils disent qu'à United Nations, certains moments, tu devrais pouvoir toucher ton adversaire au front avec une plume et il s'effondre. Donc les Russes, et tu as probablement entendu, Sun Tzu, la meilleure bataille est celle qu'on n'a pas à mener, non? Si on y pense, sous cet angle, quand considérait-on Troisième Guerre mondiale, si la Russie et la Chine combattaient les États-Unis, et, eh bien, d'après ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, ce combat serait très bref. Le temps que mettraient les missiles russes et chinois pour atteindre les bases américaines qui les encerclent et les navires présents dans la région, voilà à peu près combien durait la bataille. Regarde ce que la Chine fait. Et l'Iran n'est même pas, tu vois, comparable aux forces militaires de la Russie et de la Chine. L'Iran, ce n'est pas grand-chose. Et pourtant, l'Iran met une raclée aux États-Unis, non? Donc, si la Russie et la Chine décidaient d'entrer dans la mêlée, chacune d'elles, je veux dire, les États-Unis, les encerclent de base, et chacune de ces bases serait réduite en bouillie en quelques minutes. Rien que par des tirs de missiles sol-que-sol, rien d'autre. En quelques minutes, toutes ces bases seraient réduites en bouillie. Tous les ports que les États-Unis ont, que penses-tu qu'il arriverait à nos... Les porte-avions sont déjà vulnérables à des missiles de 300 à 700 km. Je veux dire,
autour de 700 km. Qu'adviendrait-il face à des missiles de 2000 km et plus? Où accosteraient-ils quand tous leurs quais seraient vaporisés, réduits en bouillie? Ils seraient sans défense. En quelques heures, l'armée des États-Unis serait nettement vaincue en cas de Troisième Guerre mondiale, ce qui ouvre la possibilité d'une issue nucléaire. Et donc la Russie et la Chine, du fait qu'elles sont des puissances nucléaires, doivent avancer avec beaucoup de précautions, de prudence et de ruse. C'est United Nations bon mot pour l'action. Rusée non et patiente. Je pense qu'ils amadouent United Nations, peu les États-Unis, ils les laissent s'épuiser à force de frapper. Tu sais, la plus belle victoire, c'est celle qu'on n'a pas à livrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Russie et la Chine disent toutes deux la même chose. La Russie est en conflit avec les États-Unis, mais elle reste prudente. Les États-Unis, au cas où tu ne comprendrais pas, au cas où tu aurais gobé la propagande, ou que tu n'aurais pas fait les recherches, ou concernant le conflit en Ukraine, les États-Unis ont admis que c'est une guerre par procuration. Que les États-Unis, depuis de très nombreuses années, je veux dire, dès les années 50, les États-Unis et l'Angleterre avaient des espions en Ukraine qui montaient des armées et des milices par procuration pour déstabiliser l'Union soviétique. Et les États-Unis ont fait cela pendant de très nombreuses décennies. Et ils ont finalement, en 2014, renversé complètement le gouvernement ukrainien. Les Américains ne savent pas cela. Ils ont installé United Nations gouvernement fantoche et ont commencé à préparer l'Ukraine à la guerre contre la Russie dans le but de renverser le gouvernement russe. Et ils ont échoué. En gros, ils ont échoué. Et ils ont diffusé une propagande vraiment ridicule et absurde auprès du peuple américain. C'est triste que les Américains soient à ce point naïfs pour croire que les États-Unis défendent la démocratie, que l'Ukraine serait une vraie démocratie et que les Russes aient attaqué une démocratie. Je ne sais pas, je ne comprends même pas, ce que le gouvernement des États-Unis raconte sur l'Ukraine est tellement absurde. J'ai du mal à y croire. Bref, j'ai dit, je ne peux pas accuser la victime d'avoir cru la propagande d'une certaine manière. Franchement, des armes de destruction massive. Comment peut-on encore croire ces gens? Mais c'est ça, l'Amérique. C'est le pays où je vis. Le gouvernement peut leur dire que s'ils sautent d'United Nations immeuble, ils vont monter. Ils sautent et sont ensuite surpris de se retrouver en train de tomber. Parfois, franchement, choquant, mais c'est la réalité. C'est là où nous en sommes. Je ne sais pas. Peut-être que le gouvernement des États-Unis est simplement très fort en propagande et que le peuple américain ne veut pas croire que son gouvernement, pour une raison quelconque, renverse d'autres États et installe des armées supplétives. Même quand on parle littéralement d'une guerre par procuration. Pour une raison quelconque, si vous êtes américain. Quelle absurdité. Mais laissez-moi continuer. Alors, je pense que les Russes comprennent cela en Ukraine. Ils mènent United Nations combat long et lent, et les États-Unis avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autrement dit l'armée des États-Unis et ses prétendus alliés en Europe, combattent la Russie en Ukraine et continuent à envoyer des missiles, des armes et tout United Nations tas d'armement en Ukraine que la Russie détruit, ce qui démilitarise et affaiblit toute l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, au point de la rendre très très faible et démilitarisée. Et les gens ne le savent pas, mais ceux qui dirigent l'organisation du traité de l'Atlantique Nord le savent, et je pense que c'était une partie du plan. C'était une lente usure. C'était du genre, premièrement, nous combattons lentement pour épuiser l'ennemi, et deuxièmement, une lente usure. Une usure qui dit, on a tout le temps, et si vous êtes prêts à continuer à envoyer des chars et du blindage et ce genre de matériel en Ukraine, nous continuerons de tout détruire jusqu'à ce que vous vous lassiez. Si vous ne vous lassez pas, nous continuerons à détruire jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Et à United Nations, moment donné, nous aurons encore beaucoup de moyens et vous n'en aurez plus. Et à United Nations, moment donné, vous serez contraints soit de négocier avec nous, soit de nous laisser tranquilles. Dans les deux cas, ça nous va. Je pense que c'est là où en sont les Russes. Pendant ce temps, je pense que les Chinois comprennent quelque chose. Vous nous voyez comme la grande menace. Vous essayez de passer par les Russes pour venir jusqu'à nous. Vous essayez de passer par les Iraniens. Vous allez partout.
Mais on continue de présenter les Chinois comme la grande menace, simplement parce que nous avons été assez intelligents et travailleurs pour bâtir une économie gigantesque. Et maintenant notre économie est en train de dépasser la vôtre. Et vous ne pouvez pas l'accepter. Mais ce n'est pas notre problème. Je pense que c'est la position des Chinois. Donc nous allons construire une machine militaire défensive gigantesque pour que partout dans notre zone du monde, vous ne puissiez pas nous atteindre. Si vous venez ici, c'est terminé pour vous. Voilà où en sont les Chinois, ils ont construit ça. Vous savez, les États-Unis construisent à peu près 4 navires de la marine par an, la Chine en construit 200, ils ont une marine gigantesque qui est tout simplement écrasante dans cette région. Donc les États-Unis ne pouvaient vraiment pas se battre. Je pense que les États-Unis sont intervenus. Encore une fois, ça nous ramène à l'Iran. Je pense que les États-Unis ont conclu qu'ils ne pouvaient pas affronter l'Iran. La conclusion évidente, c'est qu'ils ne pouvaient pas combattre la Chine, dans la région de la Chine. Donc ils allaient devoir imaginer United Nations plan retors et diabolique pour neutraliser la Chine. Oui, oui, Israël disait qu'il le voulait pour le Grand Israël. Mais une partie du projet du Grand Israël est que les États-Unis et Israël contrôlent désormais tout le Moyen-Orient et que les États-Unis contrôlent le pétrole entrant et sortant du Moyen-Orient, les points d'étranglement. Et ensuite, les États-Unis peuvent s'en servir pour ne pas avoir à affronter la Chine. Ainsi, ils peuvent dire à la Chine, nous te couperons toute ton énergie à moins que tu ne fasses ce que nous exigeons. Donc, c'était toujours United Nations Plan pour neutraliser la Chine. Mais c'était la reconnaissance qu'ils ne pouvaient pas mener une attaque frontale contre la Chine. Donc à la place, vous savez, je ne peux pas te combattre, alors je te frappe dans le dos et je fais en sorte que tu perdes ton travail ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. C'est ça. Et je t'éliminerai de cette façon. C'était en quelque sorte United Nations, geste de désespoir, et United Nations plan diabolique pour neutraliser la Chine. Donc, quiconque dit simplement que les États-Unis ont été entraînés dans la guerre contre l'Iran par Israël ne prend pas en compte que les États-Unis avaient aussi United Nations intérêt dans ce combat, qu'ils n'étaient pas obligés d'agir. Vous savez, ils n'avaient pas besoin de forcer la main aux États-Unis pour les amener à le faire. Ils étaient tout à fait prêts à s'impliquer. Bref, voilà où nous en sommes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, puisque les Chinois sont éloignés, je pense qu'ils jouent leur atout. D'abord la diplomatie, bien sûr, et ensuite leur arme est financière. C'est économique, non? Ils jouent le jeu économique. Ils jouent le jeu des alliances diplomatiques. Et les Russes jouent à la fois le jeu des alliances diplomatiques et le jeu militaire, parce que la Russie est United Nations, pays très très puissant militairement, tandis que les Chinois fabriquent beaucoup de matériel. Les Russes fabriquent beaucoup d'équipements, et ces équipements sont vraiment de grande qualité. Je pense que, techniquement, beaucoup d'experts en armement estiment que les Russes ont probablement le meilleur matériel militaire au monde à l'heure actuelle. En particulier leur système de défense aérienne, leur système de missiles, air-surface, air-air, tout ça. Leurs systèmes de missiles sont sans égal et leur système de drones est probablement, lui aussi, sans égal. Cela dit, on ne peut pas enlever le mérite aux Iraniens concernant leurs drones. Je veux dire, pardon, les Iraniens. Et on ne connaît pas vraiment le système de drones chinois, parce qu'il n'a pas encore été testé au combat. Donc, il pourrait être excellent. Je dirais que leur système de défense aérienne semble correct, mais ils ne sont pas au niveau des systèmes de défense aérienne américains. Les systèmes de défense aérienne iraniens semblent adéquats et les systèmes chinois semblent corrects. C'est juste que les systèmes russes sont tellement bons qu'il est difficile de comparer et l'Amérique, franchement, n'a presque pas de système de défense aérienne. Ce que les Chinois ont, c'est, en matière de drones, comme l'a dit Joseph Staline, la quantité a une qualité qui lui est propre. Donc, ils fabriquent beaucoup de matériel. Donc, ce sera difficile de combattre les Chinois car ils peuvent vous lancer énormément de moyens. Et bien sûr, vous serez dans leur région. Ils se défendront. Bonne chance pour vous y engager. Bref, mais je pense que la position chinoise reste d'éviter le combat. La meilleure bataille que l'on gagne est celle qu'on ne livre pas. D'accord. Des, des,
Voyons, comment dire, je pense que ce qu'on voit tant du côté russe que chinois, c'est surtout de l'attente. Ils attendent le moment où tout ira dans leur sens. Ils se disent, regardez, les États-Unis font n'importe quoi. On les voit s'agiter. Ils déclenchent des guerres. Ils menacent des gens. Ils bloquent des personnes. Ils attaquent tout le monde. Non? Et je pense que, du point de vue russe et chinois, c'est on les regarde s'épuiser. On les voit partir en vrille. On les voit faire des erreurs stupides. Ils se disent, nous n'avons pas à les combattre. Ils se battent entre eux. Je n'ai pas besoin de me battre contre eux. Ils se cognent contre des murs. Ils se font saigner les articulations des doigts. Ils se blessent les mains. Ils se font du mal tout seuls. Je n'ai rien à faire pour les affaiblir ou les endommager. Je les regarde, tout simplement, se punir eux-mêmes. C'est pas une bonne chose, mais c'est leur décision. C'est comme ça. Je pense que ce qu'ils font en Iran en ce moment, c'est apporter United Nations soutien. Attendez, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Je l'avais quelque part par ici. Voyons s'il y a du nouveau. Les Russes ont clairement affiché leur alignement avec l'Iran. Ils soutiennent l'Iran. Je regarde s'il y a quoi que ce soit qui apparaisse et dont vous auriez besoin de savoir. D'après ce que je vois, les Russes et les Chinois. Je le formule ainsi. Sergueï Lavrov a été interrogé sur le soutien qu'il fournissait. Et il a répondu en substance, parlez-en aux militaires, ce qui laissait entendre qu'il leur fournissait du matériel. Il a aussi dit en substance, tout le monde sait où sont ces bases des États-Unis, ce qui suggère qu'il les aide pour le ciblage. Je trouve que c'est assez clair. Je pense que les Chinois ont très tôt envoyé United Nations navires espions électroniques de premier ordre, probablement l'United Nations des plus sophistiqués au monde. Ils l'ont dépêché, et je pense que ce navire faisait partie de l'assistance au ciblage qu'ils fournissent. Donc, pour l'Iran, ce que vous avez, de la même façon que les États-Unis et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord fournissent une assistance au ciblage pour l'Ukraine, ils fournissent des données en temps réel sur où se trouvent les choses, ce qui bouge, ce qui est faible, ce qui est fort, quelles sont les cibles les plus vulnérables, comment les attaquer, quoi utiliser, etc. Je pense que les Chinois et les Russes font la même chose mais en beaucoup plus intense. Et voilà ce que je veux dire. Je pense que les deux le font. Il y a une banque de cibles et des données en temps réel. Deux grandes puissances qui s'occupent de l'acquisition de cibles et du ciblage en temps réel. Qu'est-ce qui bouge? Où l'ennemi positionne-t-il ses forces? Où l'ennemi positionne-t-il son matériel en temps réel? Et une fois qu'on sait où c'est positionné, on charge le ciblage sur le matériel qui va attaquer ces positions, n'est-ce pas? Donc, vos missiles sont connectés à mon système. Par exemple, le mien. Vous en avez sans doute entendu parler, et cela reste encore à vérifier. Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais vous avez probablement entendu dire que des rapports crédibles, on ne sait pas, indiqueraient que certains Américains préparaient une sorte d'assaut sur une île, peut-être les Marines, peut-être la Delta Force, des forces spéciales, des bérets verts, peu importe. Ils se rassemblaient dans une zone particulière. Ils avaient des navires, peut-être des barges de débarquement, et ils ont été frappés par des missiles iraniens et ou des drones. Si c'est le cas, pour l'instant j'incline vers le oui. Il y a beaucoup de morts, peut-être même des capturés. Je n'en sais rien, mais si c'est vrai, encore une fois, ciblage en temps réel. Les satellites qui disent « Tiens, il y a beaucoup d'émissions dans cette zone ». Peut-être des satellites qui interceptent des conversations, peut-être des échanges piratés, des données piratées, peut-être que les systèmes des États-Unis, je le suspecte, sont largement compromis
et que les Russes et les Chinois y ont accès. C'est mon hypothèse. Et ils savent ce que nous allons faire avant même que nous le fassions. Mais il y a l'intelligence artificielle. Des logiciels, sans doute, qui cherchent les mouvements et les émissions radio. Quand ils détectent United Nations regroupement, ils vont le cibler. Beaucoup d'Américains, beaucoup d'émetteurs radio ici. Il faut attaquer. Ils vont chercher d'autres indices, tout mouvement, tout signe. Et quand ils repèrent ce qui semble être en temps réel une force américaine massive, de puissance de feu américaine ou de soldats, ils vont charger ces coordonnées dans des missiles et des drones qui seront lancés par les Iraniens. Les Américains n'ont jamais combattu à ce niveau. Ils ont l'habitude de rassembler des troupes et de venir vous attaquer ou faire ce qu'ils veulent. Eh bien non, pas à notre époque. Si vous rassemblez des troupes, ce sont des cibles faciles. Ce que font les Chinois et les Russes, c'est fournir United Nations soutien technologique pour augmenter l'efficacité militaire de l'Iran. C'est une chose d'avoir des missiles. C'en est une autre si j'ai des missiles et que je peux toucher ce que je vise. Si j'ai des données en temps réel pour savoir où se trouvent les meilleurs objectifs à viser pour vous faire le plus de mal. Mais les trois ensemble. Chacune de ces choses est United Nations, problème pour vous. C'est une catastrophe. Toutes réunies, c'est United Nations, désastre. Et je pense que c'est ce que font les Russes. Donc, ça signifie que les Russes n'ont pas à affronter les Américains. Nettoie ce pas. Ce que ça veut dire, c'est les Chinois n'ont pas à affronter les Américains. Ça veut dire qu'ils peuvent soutenir ce conflit et que les Américains s'affaiblissent. D'abord, United Nations, point de vue matériel militaire. Le matériel des États-Unis s'épuise en Ukraine et le matériel des États-Unis s'épuise aussi en Iran. Matériel se revend, matériel se poursuit, matériel aux formations, c'est qu'une sécule de force. Matériel pour son force, matériel se reforme force, matériel se reforme force, matériel se reforme force. Et si vous êtes la Russie, vous savez que les pays européens ne sont pas en état, ni économiquement ni militairement, de vous poser des problèmes, n'étossent pas. Ils ne sont pas en condition d'entrer en guerre contre vous. Ils ne sont pas en état de vous combattre. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de les combattre. Vous n'avez pas à vous battre. Vous pouvez les laisser s'épuiser. Et vous savez qu'ils font face à United Nations, désastre économique et à une instabilité politique. Donc, vous pouvez juste attendre qu'ils viennent à vous. N'étosse pas. Il y a United Nations vieux dicton. Attendez que les corps de vos ennemis flottent dans la rivière, si vous attendez assez longtemps. Et je pense que c'est ce qu'ils font ici à un baisse vixé des Européens. Ils se disent, pourquoi irions-nous vous frapper? Il nous suffit d'attendre. Qu'allez-vous faire? Très bientôt, vous allez manquer d'énergie, d'argent, de temps, de missiles. Vous n'aurez plus d'armes, plus d'argent, plus d'énergie. Donc, parlez autant que vous voulez. Moi, je vais attendre. Parlez désieuxement, dans 6 mois, et votre grand frère sera aussi en morceaux. En attendant, pensez à l'Ukraine. Les Européens ont dit à plusieurs reprises vouloir envoyer des troupes en Ukraine et qu'ils avaient besoin, je cite, d'United Nations filet de sécurité américain. Ils veulent des troupes en Ukraine et si les Russes font quelque chose, ils veulent que les Américains soient là, qu'ils viennent combattre les Russes. Or aujourd'hui, si vous regardez, les Américains ne peuvent pas lutter contre les Houthis ou les Iraniens, ils ne peuvent combattre personne. Il n'y a pas de filet de sécurité possible, parce que les États-Unis ne sont pas, politiquement ni militairement, en position de combattre qui que ce soit. Ils sont engagés dans une guerre en ce moment dont ils cherchent désespérément à sortir. Ils tiennent United Nations tigre par la queue quand il s'agit de l'Iran. Ils ne peuvent ni tenir ni lâcher prise. C'est ça. Ils ne sont pas en position et ils essayent d'en sortir. Et s'ils sortent de cette guerre, je ne vois pas comment. Ils l'ont lancée et veulent maintenant s'en extraire. Et s'ils s'en sortent, toutes les guerres finissent par se terminer United Nations, jour, d'une manière ou d'une autre.
D'abord, ils vont devoir se reconstruire économiquement parce qu'ils vont affronter United Nations désastre économique, comme le reste du monde. Deuxièmement, la population sera heureuse. Les Américains ne seront pas prêts à être entraînés dans une nouvelle guerre. N'est-ce pas? Oh oui, il faut tenir tête aux Russes et aux Chinois, américains. Quand on sortira de tout ça, le peuple américain ne voulait pas ça. Le peuple américain a précisément voté pour Donald Trump, parce qu'il ne voulait pas de ça. Ce ne sera pas facile pour le gouvernement des États-Unis de dire « Bon, nous allons là-bas pour affronter la Chine. Bonne chance avec ça, mec. Ils te couperont la tête. On construira des guillotines à Washington, à Lafayette Park ou je ne sais quel parc juste à côté de la Maison-Blanche. Ils aiguiseront les guillotines. Si United Nations dirigeant dit « Ouais, on se prépare à en découdre avec les Chinois, je ne sais pas pour les démocrates, pour l'amour de Dieu, je ne sais pas. » Vous savez, certains partis sont tellement stupides, mais je pense que le prix de l'essence, genre 8 $ le gallon, va leur donner une leçon. Ça suffira peut-être à les réveiller, peut-être le signal d'alarme. Donc à mon avis, les Russes et les Chinois jouent bien leurs cartes. Et par bien, j'entends, en quelque sorte, que ça diminue sensiblement, et c'est ce qui m'importe, les risques d'United Nations conflit nucléaire. On ne peut pas dire si United Nations conflit nucléaire éclatera ou non. Israël, je pense, est la plus grosse inconnue ici, mais je crois que les Russes et les Chinois font tout pour réduire la probabilité d'United Nations tel conflit. Des Chositi frappar kelu tisats. Et en ne combattant pas les États-Unis, en instaurant une situation où ils ne s'engagent pas militairement contre eux, aucun des deux n'est engagé militairement avec les États-Unis, je pense que c'est leur meilleure stratégie pour réduire les chances d'United Nations conflit nucléaire. Donc, pour l'instant, je dirais qu'ils jouent bien, surtout les Russes, parce que les Russes se sont retrouvés à maintes reprises très proches d'une guerre par procuration avec les États-Unis. À cause d'une erreur ou d'United Nations incident, ça pourrait dégénérer en affrontement militaire avec les États-Unis et devenir nucléaire très vite. Voilà, c'est tout. Ça peut encore arriver, tout peut arriver. Mais si vous discutez de ce conflit, de n'importe quel conflit entre les États-Unis et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou entre la Chine et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, sans prendre en compte la possibilité d'United Nations échange nucléaire, alors vous n'êtes pas, quel est le mot? Quel est le mot que je cherche? Prudent. Vous n'êtes pas prudent. Vous ne prenez pas en compte le danger. Ce n'est pas United Nations match de football. Ce n'est pas United Nations combat de boxe où quelque United Nations te frappe et tu rends le coup. Là, on ne joue pas. C'est pour de bon. Il y a United Nations risque de conflit nucléaire. Il faut s'en réjouir. Il faut soutenir les dirigeants qui font preuve de retenue parce qu'ils comprennent le risque d'United Nations conflit nucléaire. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a quelques années et elle m'a valu des critiques. Et dans cette vidéo, je demandais « Poutine et Xi Jinping vont-ils sauver le monde ?» Vous pouvez le retrouver. Ça date United Nations, peu. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas qu'ils soient formidables ou des gens exemplaires, ni qu'ils soient des monstres absolument maléfiques. Ce sont les pires personnes au monde. Je pense que la position que j'ai prise concernait les États-Unis, vous savez, nous, on est du genre à dire « on va battre tout le monde ». On était comme les Pete Hegseth du pays, et ça pourrait conduire à United Nations échange nucléaire mondial. Et je sentais que Vladimir Poutine et le président Xi étaient plus hésitants. Ils étaient plus réfléchis, non? Et ils étaient plus philosophiques, et ils étaient moins susceptibles de répondre de façon explosive et de déclencher une riposte enflammée qui nous mettrait tous en danger. Bon, ce qui s'est passé récemment, eh bien, c'est plusieurs choses. Revenons United Nations peu en arrière avant d'aborder la dernière chose. Il y a quelques années, Nancy Pelosi arrivait, j'ai gagné, et tout le monde se disait « Oh non, la Chine va abattre son avion et on finira en Troisième Guerre mondiale. » Eh bien, la Chine ne l'a pas fait. Et ensuite, les gens les ont critiqués. « Ah, vous auriez dû abattre son avion. » Et nous serions entrés en Troisième Guerre mondiale. Eh bien, aucun d'entre nous ne serait là si cela s'était produit. Alors, avait-il tort? L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a tout franchi. Je vais le dire comme ça. La Russie n'a jamais vraiment déclaré de véritable ligne rouge. Nous disons « Voilà la ligne rouge de la Russie. C'est nous qui inventons la ligne rouge. Puis nous la franchissons et ensuite nous affirmons que nous avons franchi la ligne rouge de la Russie. »
Donc, je ne dis pas que nous avons franchi les lignes rouges de la Russie, parce que la Russie n'a pour la plupart pas dit que ceci était une ligne rouge. Et ils ont réagi de différentes manières. La plupart du temps, si vous frappez la Russie, ils frappent l'Ukraine. La plupart du temps, si vous crachez sur la Russie, ils crachent sur l'Ukraine. Si vous lancez une pierre contre la Russie, ils lancent une pierre contre l'Ukraine. Cela leur donne juste une excuse de plus pour frapper durement l'Ukraine. Ils savent que c'est là que se trouve leur victoire. Les Russes comprennent qu'ils n'ont pas à vous battre en Lettonie et en Allemagne. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est vous battre en Ukraine. C'est tout ce qu'ils veulent et ils gardent les yeux sur l'objectif. Toujours garder l'essentiel, c'est ce que font les Russes. L'Ukraine, c'est l'essentiel. Nous savons que si nous vous battions en Ukraine, vous seriez en très mauvaise posture. Et puis, nous voulons être présents en Ukraine parce que c'est là que nous voulons nous protéger. Et à United Nations moment donné, si vous décidez de vouloir négocier avec nous, vous devrez parler de tout avec nous. Et si vous voulez parler de l'Ukraine avec nous, vous devrez traiter des causes profondes. Sinon, il n'y a pas d'accord possible. Et ça nous va. Et donc voilà où nous en sommes. Et la patience des Russes est maintenant parce que les États-Unis souffrent. Les États-Unis lèvent des sanctions. Regardez, tout le monde disait que les États-Unis ne lèveraient jamais de sanctions. Nous montions dans l'escalade des sanctions. Eh bien, devinez quoi? Nous venons de lever des sanctions contre la Biélorussie. Pourquoi? Parce que la Biélorussie produit de la potasse, qui est très très importante pour les engrais. Nous venons de lever des sanctions contre la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie produit beaucoup de gaz et de pétrole, et quoi d'autre? Des engrais. Donc nous avons levé des sanctions contre la Russie. Donc, sans rien faire, la Russie et la Biélorussie voient désormais les États-Unis descendre l'échelle de l'escalade. Nous ne descendons jamais. Nous descendons l'échelle de l'escalade à l'égard de l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on nous pousse vers le bas de l'échelle de l'escalade. Nous ne descendons pas cette échelle volontairement. On nous pousse vers le bas de l'échelle de l'escalade. C'est là où nous en sommes. Poussés vers le bas de l'échelle de l'escalade, on pourrait même le dire. Nous n'avons pas le choix. Donc, si vous me demandez, si vous êtes l'Iran ou la Russie, surtout la Russie, c'est bien d'elle qu'on parle, et que vous voyez les États-Unis descendre l'échelle de l'escalade, continuez simplement à attendre. Vous gagnez. Vous gagnez. Et pour ce qui est de la Chine, il y a beaucoup de façons dont elle peut contribuer. Il n'est pas obligé que ce soit du genre « regardez ce qu'ils font en Iran ». Elle contribue à l'affaiblissement du pouvoir impérial des États-Unis, non. Hégémonie, domination mondiale. En Iran, en plus, ils nous ont coupé l'accès à certaines choses comme le tungstène, qui est United Nations matériau très dur, United Nations peu comme de l'acier, vous voyez? Et ça sert pour les armes, non? Parce que oui, c'est ça, non. Alors les Iraniens ont dit, nous ne vous vendons pas de tungstène. D'accord, nous utilisons nos armes. Alors, comment fabrique-t-on de nouvelles armes sans tungstène? Ils nous privent de beaucoup de choses dont nous avons besoin pour fabriquer des armes. Alors, que se passe-t-il? Les États-Unis utilisent des armes à United Nations, rythme très élevé en Iran, non? On s'épuise, mais on ne peut pas refaire beaucoup de ces armes, parce que la Chine refuse de nous vendre les composants dont nous avons besoin pour les fabriquer. Donc on va se retrouver à court d'armes, sans moyen de les remplacer. Ce qui m'arrange, parce que personne ne va venir nous attaquer ici. Vous avez peut-être entendu le vieux dicton, les États-Unis sont United Nations pays, avec des puissances insignifiantes au nord et au sud, et des poissons à l'est et à l'ouest. Nous sommes isolés. Personne ne va venir nous embêter ici. Personne n'attaquera la côte est des États-Unis. Ça n'arrivera pas. On dit toujours qu'ils attaquent nos bases, mais nos bases sont à 8000 miles d'ici. La Chine, elle fait quelque chose en mer de Chine méridionale, à 7000 miles d'ici. En quoi est-ce de notre compétence? À moins que vous ne pensiez que le monde entier soit votre juridiction. Une des choses qui, je pense, se passe aussi, c'est que le marché obligataire va partir en vrille. Si nous ne sortons pas de cette guerre, le marché obligataire va s'effondrer. Et quand le marché obligataire commence à aller mal, cela signifie que nous ne pourrons plus imprimer de l'argent sans limite. On ne pourra plus, quel mot je cherche, vivre l'expression. On ne pourra pas vivre au-dessus de nos moyens. 900 baisers des agents de la CIA, des pots de vin et tout cet argent qu'on dépense partout dans le monde, on ne pourra plus continuer. Il faudra se retirer et s'occuper des problèmes chez nous. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Nous, en tant qu'Américains, pourrions souffrir United Nations peu,
mais je pense que ce serait bien pire, même si, en cas d'affrontement nucléaire, cela resterait bref. Alors, peut-être vaut-il mieux payer United Nations petit prix maintenant pour éviter d'en payer United Nations bien plus lourd plus tard. Mais à l'heure actuelle, si vous regardez ce que font la Russie et la Chine et que vous leur en voulez, même si le vent souffle en leur faveur, exact, le vent est en leur faveur, ils ont United Nations, vent arrière, et les États-Unis s'affaiblissent pendant qu'eux se renforcent, et leurs alliés et leurs alliances se renforcent aussi. Et les États-Unis ont été irresponsables. Sérieusement, on attaque des pays comme ça, sans prévenir. On va attaquer l'Iran. Pourquoi? Parce que ainsi on prendra leur pétrole. C'est du vol, tout simplement. C'est de la piraterie. On ne peut pas l'autoriser à l'échelle internationale. C'est inadmissible. Donc, en résumé, ils attendent et bientôt nous ne pourrons plus faire ça. Et c'est dans l'intérêt de l'humanité. Et c'est aussi dans l'intérêt des États-Unis. Je pense aussi qu'on va assister à une sorte de changement politique. Peut-être que les Américains se réveilleront à la réalité, je ne sais pas, peut-être pas, mais à la réalité que ces deux partis n'agissent pas dans leur intérêt. Je pense qu'ils chercheront peut-être des façons alternatives de faire les choses, des alternatives pour gérer le pays. Au lieu de ce qu'on fait maintenant, baissons encore les impôts des riches et réduisons les programmes pour les pauvres, on coupe, on baisse les impôts des riches, on réduit les programmes pour les pauvres. On donne plus aux riches, moins aux pauvres. Pourquoi? Parce que si on donne de la nourriture aux pauvres, alors ce serait du gratuit, et ce n'est pas bon. Il faudrait offrir ces choses gratuites aux milliardaires. Et ce qu'on a créé, c'est United Nations pays qui concentre la richesse entre les mains de quelques-uns, au lieu de répartir la prospérité pour tous. Et ce que nous faisons ne marche pas. Ça ne fonctionne tout simplement pas pour la majorité des gens. Il faut faire les choses autrement. On peut discuter des moyens, mais il est clair qu'il faut changer de méthode. Et une des choses à faire est d'arrêter de dépenser chaque dollar que nous avons en le faisant transiter par la machine de guerre et commencer à le faire circuler dans la machine ici, chez nous. Donnez-leur du mérite, le mouvement Make America Great Again. Pour une bonne part, ils voulaient, en gros, la fin des guerres et que l'argent soit dépensé ici. On verra. Mais je veux dire que pour moi, les Russes et les Chinois agissent avec sagesse, avec prudence et circonspection pour s'assurer de ne pas se retrouver dans United Nations conflit militaire contre les États-Unis. Et je pense que ce qu'ils font vise à garantir cela, et c'est comme ça que je vois la situation. Avec l'Iran, ils vont soutenir l'Iran jusqu'au point où les États-Unis, regardez, ils ne veulent pas anéantir les États-Unis, ils veulent juste, quel est le mot que je cherche? Briser leur esprit impérial, non. Les Russes et les Chinois l'ont clairement dit, ils ne veulent pas détruire l'économie des États-Unis, ils ne veulent pas complètement anéantir l'économie de l'Occident, parce qu'ils nous vendent beaucoup de choses, et si notre économie s'effondre complètement, ils auront du mal à vendre quoi que ce soit. À qui vont-ils vendre? Que se passerait-il? Donc, au port, ACINI, BC chaud, au port, au well i, au port, au well i, DII. C'est comme aux États-Unis où il y a tous ces gens qui disent il faut mettre de l'intelligence artificielle et licencier tous les travailleurs. Il faut briser les travailleurs, se moquer d'eux. Oui, mais les travailleurs sont aussi le marché. Si tu fabriques quelque chose en usine, ce sont eux qui achètent tes produits. Si tu proposes United Nations Service, si tu vends de la nourriture ou autre, ce sont eux qui achètent. Donc, quand tu détruis ta main-d'œuvre, tu détruis aussi ton marché. D'accord? Les Russes et les Chinois ne veulent pas détruire leur marché. Ils veulent United Nations marché solide, mais pas que ce marché devienne une menace pour eux. Et en plus, je pense qu'ils regardent vers des marchés alternatifs dans le sud global et ailleurs, se disant « Si vous ne voulez pas être responsable, nous allons aider à construire ces autres marchés pour y vendre. Mais nous ne voulons pas vous combattre. Nous ne voulons pas de confrontation et nous n'allons pas mordre à l'hameçon. » Et peu importe à quel point vous vous énervez, je ne pense pas que les Russes vont mordre à l'hameçon. Je pense qu'ils vont faire preuve de retenue, que ça vous plaise ou non. Et ça me plaît, parce que je ne veux pas voir United Nations échange nucléaire.
Je pense qu'ils jouent le jeu. Maintenant, que se passe-t-il au Moyen-Orient? Voilà comment je le dirais. Ils ne veulent pas briser les États-Unis, à proprement parler. Mais je pense qu'on va voir ceci. Ils veulent que les États-Unis se retrouvent dans une position compromettante pour être forcés d'accepter United Nations, accord qu'ils ne veulent pas. Je pense que c'est ça. C'est là où en sont les Iraniens. Ils sont dans la même position que les Russes, non? Et c'est inévitable. N'est-ce pas intéressant? Les Russes, les Iraniens et même les Chinois, c'est la même logique. Les États-Unis disent « Nous voulons encore contrôler tout, donc nous pouvons faire ce que nous voulons à Taïwan », et la Chine dit « Taïwan est la ligne rouge. Si vous tentez quelque chose à Taïwan, nous aurons United Nations problème. » La Russie dit « L'Ukraine est la ligne rouge. Si vous pensez pouvoir prendre l'Ukraine, nous nous battrons. » Donc les Russes se battent. Et je pense que les Iraniens sont dans cette position. Laissez-moi juste voir si Scott Ritter est de retour. Et je pense qu'on va voir qu'ils vont forcer la main des États-Unis, qu'ils vont continuer à mettre la pression sur les États-Unis, et je pense qu'ils observent ce qui se passe en interne. Je pense qu'ils comprennent quelque chose, que, quand les prix de l'essence augmentent, quand le peuple américain ressent la pression, c'est là que le gouvernement sera forcé d'agir et que le peuple américain dira « Oh mon Dieu, à 8 dollars le gallon, les sondages de Donald Trump, ceux du président, vont complètement s'effondrer. Il y aura une, je ne veux pas abuser du mot catastrophe, mais il y aura United Nations, risque d'effondrement politique aux États-Unis. Il y aura des jours, il y a ça. Quand les chiffres deviendront vraiment mauvais, nous ferons face à une instabilité politique. Et donc, quand les États-Unis, parce qu'ils disent « nous voulons partir », et ils disent « d'accord, on veut partir, mais à nos conditions ». Exact. D'accord. Je pense que les Russes et les Chinois vont continuer à soutenir les Iraniens jusqu'à ce que les États-Unis passent de « on veut partir à nos conditions » à « il faut juste qu'on parte ». Il faut juste qu'on parte. La pression, on est dans la cuisine et la chaleur est trop forte et le peuple américain commence vraiment à s'énerver. Et regardez. Et Faution Justin Cussier. United Nations, des problèmes pour Trump, c'est qu'il a dit explicitement qu'il ne ferait pas ça. Et les Américains ont dit « Hé, vous allez faire quelque chose contre les prix, on va se retrouver face à une misère économique. » L'exact opposé de ce que les gens voulaient. Ils ne vont pas être contents. Et on ne peut pas embellir ça avec du discours. On ne peut pas inventer quelque chose. Et aucun artifice de communication ne fera dire « on gagne, on gagne ». On en a assez du « on gagne » quand les gens n'ont plus les moyens. Et le truc, c'est que on est peut-être à quelques semaines du début des licenciements. Que se passe-t-il quand on commence à voir l'effondrement du marché obligataire couplé à des licenciements à la manière de 2008, des millions d'emplois par mois qui disparaissent, des centaines de milliers, voire United Nations, millions d'emplois par mois si on a United Nations effondrement à la 2008 aux États-Unis. Ce ne sera plus, et les élections de mi-mandat, alors, ce sera, vous faites face à United Nations, bouleversement politique qui déstabilise complètement le pays. Et les deux parties vont commencer à dire, on a United Nations problème. Je pense qu'à ce stade, ce ne sera plus une question de « il faut lutter contre les Russes, les Chinois et les Iraniens ». Ça deviendra « sortez-nous de là ». Et les Américains, voyez, voilà le problème. Les démocrates, au mieux, peuvent dire à Trump, « Trump, ce qui nous énerve, c'est que tu ne nous as pas consultés. Sur le fond, on est administrativement d'accord, mais on te suit parce que, soyons francs, Israël le veut. » Déjà, les démocrates,
Aucun acteur politique aux États-Unis ne peut se permettre de dire « je m'y oppose ». Je pense aussi, quel est le mot que je cherche? La réaction contre Israël va être massive. L'idée, parce que beaucoup de gens diront « c'est Israël qui l'a fait ». Donc si vous êtes candidat et que vous avez le moindre lien avec Israël, dans l'United Nations ou l'autre parti, c'est fini pour vous. Et vous le savez, c'est la fin pour vous. Et voilà, je le dirai comme ça. C'en est fini du soutien à Israël. C'est fini. Terminé. Fini. De notre vivant. Israël deviendra United Nations État, paria aux États-Unis. Peu importe où vous allez dans le monde. Vous ne trouverez nulle part au monde des gens qui détestent Israël plus qu'aux États-Unis si notre économie s'effondre et que tout le monde pense c'est Israël qui l'a fait. Ça ne me surprendrait pas que l'élite dirigeante tente de suivre et de dire « oui, ce n'était pas nous, c'était Israël ». Mais ils vont quand même essayer de s'en dédouaner. Donc je pense que les Russes et les Chinois comprennent quelque chose. Et c'est la seule chose que l'élite dirigeante craint par-dessus tout. United Nations, soulèvement intérieur. Toujours United Nations, soulèvement intérieur. C'est là qu'on ressort les guillotines. De cette façon, ils peuvent rassembler les troupes s'ils se battent contre vous à l'intérieur. Eh bien, on a United Nations. La politique étrangère et la dégradation de leur vie quotidienne et de leur situation économique. Maintenant, c'est criant d'évidence. Ils ont dit « ne le faites pas ». Les États-Unis ont dit « nous vous écoutons ». On l'a fait, et dès qu'ils l'ont fait, comme on l'avait prédit, si vous faites ça, votre économie va partir en vrille. Ils l'ont fait et leur économie est partie en vrille, et vous êtes là à regarder ça en direct. Ils l'ont fait et notre économie est partie en vrille. Je n'aime pas ça, je leur ai dit de ne pas le faire, et ils l'ont fait quand même. On savait tous que ça arriverait, et regardez où on en est. Nous sommes dans une catastrophe sans nom, une débâcle totale. À ce stade, ça pourrait être, voyez, ce serait la belle chose qui pourrait arriver à ce moment-là. La Russie et la Chine viennent aux États-Unis et disent « Écoutez, vous êtes dans une sacrée merde, comme j'aime le dire. Vous êtes vraiment dans la merde. On peut vous aider. Non, on peut vous aider. N'est-ce pas l'idéal? Vous coulez et nous vous tendons la main pour vous en sortir. Ça va vous coûter. C'est ça, vous devez lever les sanctions. Vous devrez faire ceci, cela, accepter ceci et cela. Et peut-être que si l'élite dirigeante devient assez désespérée, elle devra accepter une partie de ces conditions. Donc je pense que ça se joue maintenant. Écoutez, les États-Unis ne sont pas prêts à négocier. Ils doivent être davantage affaiblis. Mais je pense qu'il faudra encore quelques semaines avant qu'ils soient assez affaiblis pour devoir négocier. Et je crois que c'est tout ce que l'on voit pour le moment. Qui sait si ça marchera? Je ne sais pas. Mais je pense que la Russie et la Chine jouent bien leurs cartes. De leur point de vue. Je pense qu'ils jouent bien leurs cartes. Et en tant qu'Américain qui veut le meilleur pour les États-Unis, je veux United Nations pays où chacun a sa chance, où l'économie est forte, où les médias disent la vérité, où le gouvernement que nous élisons et qui agit dans notre intérêt. Je sais, tout cela n'est qu'United Nations rêve. On n'a pas ça pour l'instant. Mais voilà, c'est juste ce que je veux. C'est comme si quelque United Nations demandait « Que veux-tu » Mec, je veux perdre 10 livres et pouvoir soulever 315 livres au développé couché. Et voilà, c'est une vision. Allez, Garland, tu sais, t'es United Nations vieux, tu ne soulèveras plus 315 livres. Bon, mec, probablement pas. Avoir cette vision me permet d'essayer, et tant que je l'ai, je peux m'y atteler. Peut-être que j'y arriverai, peut-être pas, mais je peux tenter. Tu vois, si j'ai de la chance, au moins j'aurai une vision. C'est ma vision. Ma vision, c'est que c'est comme l'alcoolique, comme la personne dépendante qui continue jusqu'à toucher le fond. Et ce n'est qu'en touchant le fond qu'ils ont la chance de se relever et de mener une vie productive. Et je pense que les États-Unis sont descendus si bas ces dernières années, franchement.
Regardez les 2 derniers présidents. Ce n'est pas que nous avions beaucoup mieux avant non plus. Ces gens n'étaient que des marionnettes de l'élite dirigeante. Mais les 2 derniers, quand même. Joe Biden était complètement hors course. Kamala Harris. Il était à peu près aussi brillant qu'une allumette mouillée dans une grotte noire. Donald Trump, qui semble avoir une sorte de... Il paraît assez franc. Ce n'a jamais été United Nations homme de leadership, à mon avis, mais il semble avoir des difficultés cognitives. Je ne sais pas de quoi il radote d'United Nations jour à l'autre. Ne vous méprenez pas. Mais les tontés de ACT USOTS, une partie peut-être cognitive, vous savez, United Nations déclin cognitif, encore une fois, j'ai vu ça aussi, des gens qui ne gèrent pas bien le stress et qui, quand on les met dans une situation très tendue, commencent à craquer. Donc, de la même façon que Donald Trump pourrait souffrir d'United Nations déclin cognitif similaire à celui de Joe Biden récemment, on peut aussi être face à United Nations, cas où il est confronté à une situation qu'il n'arrive pas à gérer et où il s'effondre. On verra. Merci beaucoup à tous. Ça sera sur tous vos réseaux sociaux. Merci aux gens qui... Ah voilà, j'entends, comment ça s'appelle déjà? De la mosquée, l'appel à la prière, en tout cas. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci aux personnes qui contribuent via Patreon, Buy Me a Coffee, diverses autres façons, PayPal et Cash App et tout ça. J'apprécie vraiment parce que, comme je l'ai dit, vous n'allez pas vous enrichir en faisant ça. Vous aurez à peine de quoi joindre les deux bouts. Et quand on fait ces voyages, croyez-toi, c'est cher. Et vous savez, je ne tourne pas beaucoup de vidéos, ni ne fais beaucoup de choses payantes quand je suis absent. Donc on revient et on est dans le rouge. Donc, ceux qui contribuent, c'est très apprécié. Mais il est important que je fasse ces voyages. Aussi, vous voyez ma boîte postale qui apparaît à l'écran pour ceux qui utilisent encore le courrier postal. Merci, j'apprécie. Et devinez quoi? Les gens m'envoient des livres par la poste. Les gens m'envoient des cartes. Les gens m'envoient leurs manifestes. Certains sont géniaux, d'autres font peur, et aussi des dons. Donc, merci. Servez-vous la boîte postale pour le courrier, pour envoyer des choses. C'est amusant. Merci beaucoup à tous. La chose la plus importante que vous puissiez faire avant ou après avoir contribué, c'est de partager ceci sur tous vos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je file.